Et ils ont tous des normes d'exposition à respecter. Donc, une partie de mon travail, c'est de me promener dans les endroits plus à risque pour mesurer, pour s'assurer qu'on est dans les normes suggérées du manufacturier, puis rassurer aussi les employés qui viennent d'être équipés de ces dispositifs-là. Donc, je contrôle, en fait, je fais de la métrologie des champs électromagnétiques. Je suis le témoin expert auprès de la Régie de l'énergie pour essayer de faire entendre une approche de précaution, de prévention de la santé là, auprès du régisseur. Je pense qu'on a fait un excellent travail, mais c'était David contre Goliath. Donc, David a mis le pied à terre, puis Goliath a mis le pied à terre, pardon. Et David s'est tassé, n'est-ce pas? J'ai laissé ma perruque, mais on a quand même bien essayé le travail. Donc, j'ai fait des causes comme ça nationales. L'électrosmog, c'est de plus en plus un enjeu. Et moi, ça fait 10 ans que j'aide les gens là-dedans. Et on favorise la réinsertion en emploi des personnes victimes des expositions électromagnétiques. Également, on aide aussi les entreprises d'équité sociale dans les matériaux qu'on fabrique. Donc, on essaie vraiment d'avoir là, un tout là, qui est cohérent. Donc, je suis un expert indépendant. Je n'ai aucune influence extérieure sauf ceux de la science indépendante des statistiques et des maladies. Moi, j'ai la chance de travailler avec énormément de gens qui sont malades. J'ai lu énormément sur le sujet. Je travaille avec des spécialistes, des médecins. Donc, on voit la corrélation entre la statistique puis l'apparition de symptômes ou de problèmes, d'enjeux de santé. Donc, c'est assez fascinant d'ailleurs de voir ça. C'est corrélé là, vraiment à 100%. Donc, j'ai une vision unique où est-ce que je peux aller voir des docteurs et tout, mais en même temps aller voir des gens de la rue puis faire des mesures qui sont respectées, donc des mesures dont la méthodologie est respectée, dont les appareils sont bons. Donc, on va suivre quand même des protocoles là, pour s'assurer qu'on fournit des mesures qui sont fiables à n'importe qui en veut finalement. Donc, j'aimerais ça introduire un peu c'est quoi les champs électromagnétiques, mais pour que vous puissiez faire une bonne idée, c'est pas à moi à vous dire si c'est bon ou mauvais, je préférerais que vous fassiez une idée par vous-même. Donc, on va brosser un portrait assez rapide de la situation en ce moment. Donc, c'est à vous de juger. Puis pour ça, il faut voir un peu le naturel. C'est quoi les ondes électromagnétiques naturelles versus l'artificiel, pour qu'on puisse porter un jugement, parce qu'il y a énormément de désinformation qui se fait là-dessus. Donc, on va regarder quelques notions fondamentales. Donc, le portrait de la réalité des champs électromagnétiques, CEM, naturels, mais également des artificiels pour pouvoir comparer les deux. On m'a demandé aussi de parler des effets sur la santé de l'environnement et de l'approche de précaution. On va regarder c'est quoi les sources de champs électromagnétiques, comment gérer ça, parce qu'il est hors de question qu'on retourne à l'âge de pierre. C'est juste que là, maintenant, on sait que c'est dangereux pour tout le monde en général, mais en particulier pour des gens. Donc, on va faire attention. C'est comme n'importe quoi. On est des enfants de la technologie. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on a découvert le feu. Bon, on s'est brûlé une couple de fois, puis ça a l'air que c'est pas fini. Donc, détection et mesure, atténuation des sources qu'on a détectées, puis une période de questions, que je vais prendre vraiment des questions au fur et à mesure, puis on va voir là, si ça me devance trop, ben, je ralentirai un peu le rythme. Donc voilà, alors sans plus tarder, on va rentrer un peu dans le naturel, voir c'est quoi la donne naturelle de champs électromagnétiques. En fait, la force électromagnétique, c'est une des 4 grandes forces connues de l'univers. Donc, c'est pas juste là, une curiosité, une ampoule, un cellulaire qui fonctionne, mais c'est en fait un grand mystère. C'est un peu l'électron qui se promène en orbite autour du noyau atomique pour une raison qu'on ne sait pas encore. Là, et les liens électroniques se font. Et quand les liens se font entre les atomes, on a des molécules qui commencent à se former. Donc, c'est tout. Nous, notre corps, notre peau, c'est des liens électroniques. D'où vient l'électronique. Et du plus petit au plus grand, que ce soit dans les molécules, les atomes ou même les nébuleuses, on va avoir les mêmes phénomènes, les mêmes blocs, mais qu'on assemble différemment pour faire une infinité de vie. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que le Soleil ici, c'est une représentation de la NASA. Et on voit la grosseur du Soleil par rapport à la grosseur de la Terre ici. Donc, on voit que le moteur électromagnétique du Soleil, là, c'est quelque chose. Hein, c'est comme un gros V8, puis vous êtes sur le coin avec votre petite trottinette. Là, pour faire une petite comparaison des années 70. Donc, ça gêne un peu sur l'âge. Donc, on va avoir des vents solaires. Donc, on va avoir vraiment des boucles de champs magnétiques que le Soleil va émettre
En fait, c'est carrément là, des milliards de tonnes de matière qui s'en vont à des vitesses très différentes et qui s'en vont vers la Terre. Donc, heureusement qu'on a une magnétosphère. Donc, c'est vraiment avec ça que la boussole s'oriente, entre autres. Fait que c'est un champ magnétique carrément. Et on va avoir le champ magnétique des vents solaires qui va venir frapper ça et déformer toute la magnétosphère de la planète. Donc, ça donne une idée de voir qu'on est des êtres électromagnétiques et même notre vaisseau spatial, comme on est habitué de voir ça peut-être dans des science-fiction, hein, Star Wars, là, Shield Zone, on se protège des martiens, je ne sais pas quoi. Mais en fait, on a pris ça de la réalité. On est sur un vaisseau, puis on ne voit pas, le ciel est bleu, mais il y a des immenses lignes de force qui vont traverser. Puis ces lignes de force-là, la NASA nous donne, entre autres, un schéma qui nous amène à comprendre la protection géomagnétique atmosphérique naturelle contre les radiations spatiales. Parce que si ça ne serait pas l'atmosphère puis la couche de magnétisme, on ne serait pas là en ce moment. En fait, ça viendrait balayer l'air sur la planète, un peu comme Mars, qui n'a presque pas une magnétosphère. Donc, cette protection-là nous donne la protection en blanc. Donc, l'ozone, on espère, quoique les rayons UV passent au travers, on a un peu modifié un petit peu avec ça, avec notre chimie. La lumière visible, heureusement, va jusque sur Terre, c'est comme ça qu'on arrive à voir. L'infrarouge est partiellement bloqué. On a une certaine portion de radiofréquence. Et oui, c'est un peu les radiofréquences qu'on peut utiliser de façon artificielle, mais de façon naturelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a carrément des radiotélescopes, des grands champs, parce qu'on a des télescopes qui vont lire ça. Mais heureusement, la dose est très petite. Hein? C'est des milliardièmes fois 10 de la norme d'exposition légale. Donc, l'ambiant, il existe, mais il est super faible. C'est pour ça que ça prend des soucoupes là, pour capter le moins le petit signal. Et là, c'est de moins en moins possible parce que tout l'artificiel qu'on a mis, en fait, vient nuire. Donc, on va avoir ces ondes-là qui vont être produites et qui vont nous protéger. On a également les éclairs, où est-ce qu'on a, à un certain temps, une différence de potentiel entre le sol et l'air. Et là, on va avoir un arc électrique qui va se former, tout simplement. C'est un peu l'exemple que je viens de donner, c'est quand on se promène et qu'on ramasse de l'électricité statique, puis là, vous touchez quelqu'un ou une structure, puis là, j'ai une décharge statique. Donc, on va accumuler une décharge, puis la planète va se rebalancer. Ça, je dis, moi, notre Terre se balance à coups de foudre. Et c'est pas juste un peu, hein, c'est 20 millions d'orage par année pour aider à avoir une différence de potentiel entre 80 et 150 volts par mètre en DC. Donc ça, c'est un peu la différence de potentiel électrique naturel qu'on a un peu changé parce qu'en construisant en hauteur, on vient un peu changer tout ça. Mais c'est la donne naturelle dans laquelle on est. Un bon champ magnétique DC, celui de la planète, qui n'est pas alternatif, AC, comme on est habitué de voir, et un champ électrique DC aussi dans un certain potentiel. Et ça, nous autres, on fonctionne là-dedans et on a des rythmes circadiens, des rythmes naturels qui vont s'insérer là-dedans. La glande pinéale qui serait influencée par le champ géomagnétique, les impulses nerveux. Dans le centre de la planète nous donne des petites pulsions d'environ 10 cycles par seconde et ça va varier, on ne sait pas pourquoi. Donc, on a des battements de cœur, on a des battements naturels qu'on entend et ce battement-là, globalement, va venir s'installer. On appelle ça, entre autres, la résonance de Schumann, mais il y en a plusieurs autres. Est-ce que c'est la résultante de tous les éclairs qui ont lieu dans l'ionosphère, la planète qui est en déplacement autour du Soleil qui est en déplacement autour du Soleil central, et puis là, je peux mettre ma ceinture fléchée, on va continuer à chanter des chansons. Il y en a beaucoup. On se déplace en s'il vous plaît la vie. Donc, le champ géomagnétique aussi va être déformé selon les cours d'eau ou selon des minerais qu'on va trouver. Aujourd'hui, dans notre modernité, on va prendre des satellites puis on va aider à analyser les sous-sols pour faire de l'argent, faire le secteur minier. Mais à l'époque, puis encore aujourd'hui, des bons sourciers vont trouver des sources, ils vont trouver la profondeur, le débit et idéalement une source qui ne passe pas sous une maison parce qu'il peut y avoir des déformations géomagnétiques. Autrement dit, ça va être des déformations de la magnétosphère, si on veut, là, des couches de magnétosphère qui vont dans l'espace. Et où est-ce qu'on a des nœuds, des rencontres? Ben, où est-ce qu'on avait des lits? Les médecins, à l'époque, déplaçaient les lits dans les lieux où est-ce que c'était plus tranquille. Fait que le lit ici était dans une zone turbulente naturelle, et là, on la déplace ici pour éviter les zones de turbulence naturelle. Et ça, c'est un médecin qui a fait 5348 cas, le docteur Von Paul, là, en Allemagne. Donc, c'est des premières hygiènes électromagnétiques, mais naturelles. Aujourd'hui, on va avoir des appareils,
puis on va lire la déformation du champ géomagnétique. Puis on a différentes techniques là, pour ça. Donc, ce que j'aime bien voir aussi, c'est le son. Pourquoi? Parce que quand on comprend bien le son, on comprend mieux les ondes électromagnétiques, parce que ça ressemble beaucoup. Donc, moi, je vais parler, et puis là, le son va rebondir dans la pièce. Il va rebondir sur certains matériaux, et on va avoir des retours de son. Donc, on va avoir un genre d'écho. Et puis, si vous êtes un auditeur, puis vous écoutez une pièce de musique ici, bien là, vous voulez trouver le meilleur endroit pour que, globalement, vous avez le meilleur son. Mais si je mets un Wi-Fi dans la pièce, ça va réagir un peu comme ça. Ou est-ce que je vais avoir beaucoup de reflets? Fait que je peux avoir un émetteur ici sans fil, puis je vais avoir des rebonds qui vont se faire un peu partout, ou qui vont passer au travers, dépendamment du type de matériel qui nous entoure. Donc, c'est des ondes mécaniques, mais il y a des gens qui les ressentent. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais avec un groupe d'hypersensibles qu'on avait isolé dans une zone blanche, temporaire. Puis tout le monde était correct jusqu'à temps qu'il y ait un camion qui se présente. Puis le camion, il n'y avait pas de walkie-talkie à bord. Là. Puis c'était simplement la basse fréquence du moteur diesel. J'ai 2 personnes tout de suite qui vont avoir des problèmes au niveau digestif. Tout de suite, tout de suite. Fait qu'il y a cette fréquence-là aussi qui peut être un problème. D'ailleurs, il y a le docteur Pierpont, qui a écrit un livre sur le sujet. On parle de normes peut-être de 400 mètres jusqu'à 2 km des résidences. On parle pour les éoliennes majeures. Puis dans les symptômes qu'on va retrouver, c'est des migraines, saignements du nez, acouphènes, étourdissements, douleurs musculaires, insomnie. Donc la biologie prend un rythme, le cœur, les yeux, problèmes digestifs, les animaux de domestication et de résonance harmonique avec les corps. C'est la question que plusieurs chercheurs se posent, dont le docteur Paul Héroux, je pense qu'il est venu faire une conférence ici. Donc les incidences de santé humaine et environnementale sont vraiment très nombreuses. Là. Et donc, ce n'est pas nécessairement la norme qui veut qu'on chauffe les gens à distance ou qu'on électrocute les gens qui va donner des effets biologiques à long terme. C'est des normes avant ça. Donc, on va avoir, mettons, la croissance des os, régénération des nerfs. Moi, j'étais sur l'équipe karaté quand j'étais à l'UQAM. Je faisais un baccalauréat, puis on se faisait souvent mal. Là, on se tirait des ligaments, n'est-ce pas, en arts martiaux. Puis quand j'allais dans des petits salles de traitement là, pour ça, en physiothérapie, ben, il met une petite pile pendant 10-15 minutes, puis il envoie une toute petite fréquence pour aider à régénérer les ligaments. Fait que c'est des exemples où est-ce qu'on est des milliards de fois en dessous des normes légales, mais le médecin et les scientifiques vont nous donner ces traitements-là en espérant un résultat positif, bien sûr, parce que c'est vraiment pour soigner. Donc, étant un vieux mécanicien d'avion puis d'hélicoptère, ou enfin, il était une fois, on est habitué d'un système d'avionique, là, c'est blindé, c'est hyper blindé, on est tous des doubles trucs. Et malgré ça, on a des modes avion sur votre cellulaire. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille initialement. Quand les cellulaires ont sorti, je trouvais ça vraiment hot. Et j'ai commencé à en avoir, puis moi-même, j'ai commencé à avoir des petits symptômes que pas mal tout le monde a quand vous utilisez énormément des téléphones sans fil ou des téléphones cellulaires. Donc, j'ai commencé à lire sur le sujet, puis c'est très clair là, qu'il y avait un problème biologique, en tout cas pour moi. Donc, j'ai tout de suite fait le lien. Voyez-vous, là, ça, c'est le système vestibulo-oculaire. Quand j'ai étudié la neuroscience à l'université, on voit les systèmes, puis ce système-là a été interprété par les scientifiques comme des schémas électriques, pareil comme les systèmes d'avionique. Donc, comment se fait qu'il y a un mode avion pour protéger l'avion, mais qu'il n'y a pas vraiment de mode humain, alors que pour moi, la différence de potentiel, puis tout ça qu'on voit dans les corps, les glandes, puis tout ça, sur certains points de vue, c'est bien plus bas qu'un instrument de bord ou un instrument de navigation d'un aéronef. Fait que ça m'a mis la puce à l'oreille, puis il y a une dizaine d'années, je me suis lancé dans le domaine parce que, bon, je suis habitué de tout blinder, j'étais très fervent pour les équipements à la mesure, puis les diagnostics, c'était une de mes forces, donc tout ensemble, c'est venu apparaître. Fait que tout ça pour dire qu'être un humain, on est des êtres vivants d'une avancée technologique inouïe et d'un mystère encore entier. Donc, on a davantage fait à rester humble. Et nous sommes essentiellement la résultante de phénomènes électromagnétiques organisés de façon extrêmement intelligente. Puis on ne sait pas, les fondements nous échappent encore.